Bonjour à tous, merci de nous retrouver ce mardi 14 novembre pour 100% Marché, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et boursière. Aujourd'hui, m'accompagneront Rémi Lebailly, rédacteur en chef chez Investir. Bonjour Mathieu, bonjour Laurent et bonjour à tous. Bonjour Rémi, et Laurent Albi, qu'on ne présente plus, le président de l'AFAT. Bonjour Mathieu, bonjour Rémi, bonjour à tous. Avant de commencer cette émission, petite piqûre de rappel hebdomadaire, nos produits présentent un risque en perte de capital, en cours de vie et à l'échéance. Nous commençons sans plus attendre avec la première rubrique de l'émission, c'est le bilan de la semaine. Un bilan de la semaine, Rémi, qui commence par un feu rouge. Oui, ça change, hein. Il fallait bien que ça arrive. Depuis plusieurs semaines, le marché battait des plus hauts et là, effectivement, le CAC 40 perd 2,5% sur la semaine. C'est sa première semaine vraiment de forte baisse depuis longtemps, hein, depuis le début du mois d'août. C'est la plus forte baisse, c'est la première fois qu'on dépasse les 1% de baisse hebdomadaire depuis le début du mois d'août. Alors à cette époque-là, on avait perdu plus, hein. Le marché avait perdu 2,7%. Mais si on ajoute à la semaine dernière la séance de lundi, eh bien on en est à 6 séances consécutives de baisse avec un recul total de 3,2%. Donc un petit coup de semonce sur le marché. Alors, comment l'interpréter? Comment trouver les origines de ce coup de semonce? Alors, il y a une note hier d'un bureau d'analyse important, Kepler-Chevreux, qui a dit que c'était la première phase vers une correction, une transition du marché vers une correction plus forte qui pourrait atteindre son paroxysme au cours du premier trimestre. Bon, c'est un point de vue, c'est pas forcément le point de vue partagé par tous les investisseurs. Alors, parmi les raisons, on peut évoquer peut-être des résultats du CAC 40 un peu inférieurs à ce qu'on pouvait espérer, et puis aussi les inquiétudes sur la capacité de Donald Trump à mener à bien sa réforme fiscale. On voit que entre le Sénat et la Chambre des représentants, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la façon dont cette baisse d'impôts très attendue des investisseurs pourrait se dérouler. Certains pensent que ça ne sera qu'en 2019, et il faut bien voir que le rallye de la bourse, des bourses mondiales et en particulier de Wall Street a démarré avec l'élection de Donald Trump, et le S&P 500 a gagné plus de 20% depuis cette époque-là. Donc si ce moteur Trump commence à avoir des ratés, ça peut être l'origine d'une sévère correction, en tout cas d'une correction, pas forcément sévère, sur les marchés. Mais c'est à relativiser puisqu'on le voit, c'est le deuxième feu qui lui reste vert. Wall Street continue à résister nettement mieux, puisque sur la semaine, le S&P 500 et le Nasdaq ont été quasiment stables et le Dow Jones a baissé de 0,5%, mais vraiment rien. Et hier soir, les marchés américains étaient en hausse. Tu vas pouvoir nous en dire plus sur Wall Street dans quelques instants, après l'analyse technique du CAC de Laurent. Alors, techniquement, le CAC 40 est donc dans une phase corrective qui a démarré mardi dernier, après cette émission, mardi après-midi, puis ça s'est déroulé pendant toute la semaine jusqu'à hier soir. Alors, on peut dire plusieurs choses. D'abord, c'est qu'on avait ce petit gap ici, troisième gap, hein, dans la hausse qui date du début du mois d'août. Alors, il y a des théories en analyse technique qui disent que le troisième gap est toujours un gap d'épuisement. C'est pas toujours vrai. En l'occurrence, là, ça a marché. C'est vrai que ce troisième gap a été finalement celui qui a sonné la fin des appétits, de l'appétit acheteur, puisque vous le voyez, il a été comblé, et c'est ce comblement qui montrait qu'effectivement, il y avait une pression vendeuse nouvelle qui apparaissait sur le CAC 40. Alors, pour autant, on est toujours en présence d'une structure haussière, c'est mon point de vue. Cette structure, elle est constituée d'impulsions et de corrections. Pour le moment, nous avons assisté la semaine dernière à une première correction. À noter que celle-ci est revenue sur un 38% de retracement de toute la hausse précédente. C'est sain. Autrement dit, il n'y a pas de quoi pour le moment s'inquiéter. 38%, c'est le premier niveau à partir duquel on peut envisager un rebond, d'autant plus qu'on avait une zone importante de support, hein, c'est celle que je vous montre maintenant depuis plusieurs semaines, 5343 points. Ben regardez, ça ne s'invente pas. Le CAC a clôturé hier. Vraiment, c'est à l'épaisseur du trait, un tout petit peu en dessous. Alors, ce qu'il faut également souligner, on va le voir dans un instant, c'est qu'aux États-Unis, on a des indices qui continuent de bien tenir. Et puis, on a en Europe, je vais vous montrer un chart du DAX,
qui, vous le voyez, lui, a bien réagi au-dessus de sa zone de support. Le DAX est plus fort que le CAC 40 et donc on voit bien cette moyenne mobile à 40 périodes avec cette zone à 12 950 points qui a tenu. Donc en synthèse, le message c'est que c'est vrai que nous sommes en correction. Il est possible qu'on aille plus bas. Pour le moment, ce matin, on voit que l'appétit acheteur est timide. Autrement dit, on pourrait enfoncer ce niveau à 5343 points. Cela dit, je reste positionné pour le moment à l'achat parce qu'on a quand même baissé de 2,5% la semaine dernière. On a eu 6 baisses consécutives de mardi à hier soir. Et par conséquent, même si on devait baisser plus, il pourrait y avoir un petit rebond technique à partir duquel, s'il devait y avoir plus de baisse, les vendeurs repasseraient à l'action. Alors, et si on baissait plus, quel serait le seuil à surveiller particulièrement? Alors, si on baisse plus, ça veut dire qu'on va aller chercher, Rémi, cette zone à 5255 points. Vous le voyez, c'est un gap qui a eu lieu effectivement aussi au mois de septembre. Là, pour le coup, on sera à 62% de retracement et il faut qu'à un moment, les acheteurs se manifestent pour que cette tendance haussière persiste. Alors, si on cassait 5343 points de manière significative et qu'on allait chercher 5255, pour moi, on ira difficilement au-dessus du sommet qu'on vient de faire avant la fin de l'année. Pour le moment, tant qu'on est au-dessus de ces 38%, on peut aller faire un nouveau sommet, même marginal. Si on va chercher le 62% à 5255, alors on ira, moi j'aurais pas une cible supérieure à ce niveau, donc de la fin du mois d'octobre à 5525. Les cibles intermédiaires à la hausse, 5417, 5462, et puis si vraiment on repart et qu'on dépasse ces deux niveaux, alors on ira rechercher le précédent sommet. Bon, donc en synthèse, une structure qui pour le moment reste haussière. On a juste assisté à une correction logique et j'ai presque envie de dire légitime, même si sur le CAC 40 elle est un petit peu plus prononcée qu'ailleurs. Donc on reste positionné à l'achat. On a pour le coup un stop qui est pas loin puisque vous le voyez, cette longue mèche basse, elle montre que le marché a rejeté ce niveau à 5300 points. Autrement dit, on a choisi ce matin un turbo call avec une barrière désactivante, bien évidemment, non seulement sous ces 5300 points, mais sous ce gap à 5255 points. C'est le 30AWB et c'est Mathieu qui va vous donner ses caractéristiques techniques. Tout à fait. Donc un turbo call de code 30AWB, comme l'a dit Laurent, qui vous permettrait de profiter d'un rebond de l'indice CAC 40. Son prix d'exercice est à 5225. L'échéance est en février 2018. L'effet de levier, lui, est important puisqu'il se situe proche des 35 et vous pouviez acheter ce turbo call ce matin à 1,43 € prix unitaire. On enchaîne, Rémi, avec donc, la deuxième partie du bilan qui, elle, porte sur Wall Street. Oui, j'étais allé un petit peu plus vite que la musique, mais c'était pour mettre en parallèle avec l'évolution du CAC 40. Effectivement, Wall Street continue à bien tenir. C'est un petit peu un facteur étonnant quand on regarde l'évolution des autres marchés, notamment de Paris, puisque les mouvements ont été très faibles la semaine dernière et que hier encore, Wall Street s'est bien comporté. Donc on est toujours quasiment au sommet historique sur les trois indices. Wall Street reste très très fort. Merci Rémi. Des trois indices, Laurent a décidé de nous parler du Nasdaq 100. Effectivement, parce que si on choisit de se positionner sur les marchés américains, autant essayer de le faire sur l'indice qui est le plus fort. Et c'est le Nasdaq qui est toujours très fort, en tout cas plus fort que le S&P, un petit peu plus fort que le Dow Jones. Alors la question est légitime de se poser si on rentre maintenant sur le Nasdaq ou pas. Ceux qui n'en auraient pas le souhait, bien je les comprendrais. Pourquoi ? Parce qu'on voit quand même cette perte de vitesse. Je vais zoomer un peu. Regardez, on voit que le corps des bougies est en train de rétrécir. On voit qu'on patine un petit peu à l'approche des 6400 points. Et pour autant, regardez, j'ai mis une moyenne mobile à 10 périodes exponentielles. Elle est non seulement rapide, mais très réactive. Et on a quand même des prix qui clôturent toujours au-dessus. Ça veut dire que la nature impulsive de la montée des cours actuels n'est pas démentie. C'est quand même un signe de force, d'autant plus que quand on regarde les indicateurs techniques,
Eh bien, on a un RSI qui est à 70, donc qui est en zone de surachat, mais qui ne présente pas de divergence baissière et qui montre que c'est un marché haussier. On a également un ADX, c'est-à-dire un indicateur qui donne la mesure de la puissance directionnelle, qui est à 35 avec un DI plus au-dessus du DI moins. Enfin, on n'a rien qui montre qu'il y a une pression vendeuse qui rentre actuellement sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas corriger, mais ça veut dire qu'il n'y a pas pour le moment une structure de retournement durable qui se met en place sur les indices aux États-Unis. Autrement dit, on a plutôt intérêt à acheter, ou alors on ne fait rien, mais en tout cas c'est trop tôt pour vendre. On ne voit pas sur les charts actuels de pression de la part des vendeurs. Donc on est en présence d'un marché qui continue de monter. La question, ça va être la vitesse. Est-ce qu'il y a suffisamment de pression et d'enthousiasme et de catalyseurs pour encourager de nouveaux entrants ou ceux qui sont déjà longs à renforcer? Ça, c'est vraiment toute la question, mais en tout cas, il ne faut pas vendre. Et pour ceux qui veulent accompagner cette tendance, eh bien, je recommanderais plutôt d'avoir une petite position, parce que sur ces niveaux, c'est pas très malin, à mon sens en tout cas, de charger la mule et de penser qu'on a un potentiel aussi à venir encore très important. Donc voilà. L'investisseur qui veut faire de l'indice, vous lui conseillez plutôt d'aller dans la configuration actuelle sur le CAC que vous venez de présenter ou sur le Nasdaq? Alors, je lui recommanderais d'aller sur le DAX. Bonne réponse. Voilà, pas sur le CAC, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il était un petit peu plus faible que le DAX, donc je me positionnerai plus sur l'indice allemand. Maintenant, entre le DAX et le Nasdaq, ma préférence va pour le DAX, mais je peux me tromper. En tout cas, pour en revenir à nos indices américains, pour accompagner, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, accompagner cette tendance haussière, on a choisi donc un produit qui est dont le sous-jacent est le Nasdaq 100, et c'est un Varan Call, vous l'avez bien compris, de code ZK62B, très en dehors de la monnaie, pour avoir un prix qui est intéressant. Merci Laurent. Donc un Varan Call de code ZK62B. Donc toujours positionné à l'achat, mais comme Laurent l'a dit, prudence. Le prix d'exercice est à 6500 points. D'échéance mars, le delta lui est à 41, ce qui en fait un produit adapté. L'effet de levier se trouve autour des 16 et vous pouviez acheter ce Varan ce matin à 1,36 €. Dernier point du bilan de la semaine, Rémi, on parle pétrole. On parle pétrole et on parle euro-dollar pour dire qu'il ne faut pas chercher tellement du côté du pétrole et de la parité euro-dollar les raisons de l'évolution du marché sur la semaine, puisque le pétrole continue à bien se tenir. On est au-dessus des 60 $ le baril. Alors on a un petit peu baissé, on avait frôlé les 65 $ il y a quelques temps. On n'y est plus, mais tout de même, il faut voir que le baril est quasiment au plus haut depuis juillet 2015, donc une zone plutôt confortable, on l'a souvent évoqué, au-delà des 50 $, c'est plutôt plus agréable, plus confortable à la fois pour les producteurs de pétrole, ça reste correct pour les consommateurs, donc une zone assez favorable. Et puis du côté de la parité euro-dollar, effectivement, là aussi, on était tombé sous les 1,16 la semaine dernière. Là, on est autour de 1,17. Mais il n'y a pas non plus de grave inquiétude à avoir dans cette configuration. On n'est pas du tout dans la même situation qu'au mois de juillet ou de septembre, où là, on était plutôt dans la zone des 1,20. Merci. Rémi, Laurent, tu avais quelque chose à nous dire? Oui, un petit point juste pour vous rappeler qu'on est toujours acheteur de pétrole. On a fait une recommandation à ce sujet la semaine dernière, on la garde. Et puis, moi, je suis toujours baissier sur l'euro. Je vous en ai beaucoup parlé ces dernières semaines, donc je n'ai pas fait une nouvelle recommandation de vente sur l'euro. L'euro qui stationne un petit peu sous sa ligne de coup de cette tête-épaule qui a été déclenchée. Mais en tout cas, toujours pour le moment négatif. Donc voilà, on conserve les recommandations de la semaine dernière, on les poursuit, on n'a pas changé d'avis. Merci. Laurent, c'est la fin du bilan de la semaine. On enchaîne avec la prochaine rubrique, ce sont les tops et les flops.
Alors Rémi, qui ont été nos grands gagnants de la semaine? Alors, ce ne sont pas des grands gagnants, ce sont des petits gagnants. Parce que la semaine était baissière, mais ils sont quand même gagnants, on en a trouvé. Le premier, c'est Veolia Environnement. Alors, on a parlé des résultats et Veolia Environnement publiait ses résultats la semaine dernière. Ils ont été plutôt favorables, plutôt bien interprétés par le marché, ce qui permet à la valeur de gagner 2,7%. Dans ce secteur-là, on constate que l'amélioration de la situation économique profite beaucoup à l'activité déchets et énergie des sociétés comme Veolia ou son concurrent Suez. Et donc là, il y a un point positif. Et puis, il y a un autre point positif à chercher du côté de l'activité eau, où on est dans une situation où les prix ont tendance à baisser régulièrement. Et là, il y a une inflexion plutôt positive dans ce domaine-là. Donc, deux facteurs plutôt favorables pour Veolia Environnement. Donc ça, c'est le premier top. Le deuxième, c'est Technip FMC, une société qui avait terriblement souffert et qui, depuis la publication de ses résultats à 9 mois, il y a quelques semaines, se comporte mieux. Alors, se comporter mieux, devrais-je dire, puisque la fin de semaine dernière et hier, le titre a été plutôt faible, mais le rebond a été spectaculaire, puisque en quelques semaines, l'action a repris 20%, mais sur des cours vraiment très bas. C'était une valeur bradée. Les investisseurs sont revenus sur quelques signaux positifs dans la publication, mais le parapétrolier reste quand même un secteur difficile. Et puis le troisième top, c'est Unibail-Rodamco qui progresse légèrement. Là aussi, la publication des résultats à 9 mois était plutôt favorable, avec des objectifs légèrement revus à la hausse. Merci Rémi. Donc parmi ces tops, Laurent a décidé de nous parler de Veolia. Effectivement, j'ai retenu Veolia cette semaine parce que à moyen terme, c'est un titre qui se comporte très bien. Il s'est changé en février 2017 autour des 14 €. On est à 21 €. Ça représente à peu près à la louche 45% de hausse sur ces 9 derniers mois. C'est très très bien, d'autant plus qu'on a un secteur utilities qui lui aussi est en surperformance cette année. Et donc, quand on regarde le chart maintenant et qu'on voit et qu'on compare ce qui s'est passé sur Veolia avec ce qui s'est passé sur le CAC, eh bien vous le voyez que la correction, il n'y en a pas eu sur le titre. Autrement dit, on a consolidé latéralement et sous la résistance. Alors, techniquement, quand on consolide sous une résistance et qu'il n'y a pas de pression vendeuse, eh bien cela signifie que nous avons des investisseurs qui gardent ce biais positif par rapport au titre et qui continuent d'accumuler, même s'il n'y a pas énormément de volume, mais en tout cas qui continuent d'accumuler sous la résistance. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent une cassure, un franchissement, pour voir une continuation donc de l'appréciation des cours. Alors du point de vue des indicateurs, regardez, on a toujours cette petite moyenne mobile exponentielle à 10 périodes qui est parfaitement positionnée, qui arbitre parfaitement les creux en séance du titre, donc beaucoup de force. On est témoin d'une impulsion actuellement sur le titre qui est sorti, vous le voyez, d'une phase de consolidation démarrée au mois de mai. Par ailleurs, je les ai un petit peu écrasés, mais on a ici un RSI qui est à 80, donc vraiment des acheteurs qui contrôlent les échanges, et puis un mouvement directionnel qui est à 42, donc une tendance qui est forte et qui semble saine. Donc, la question n'est pas de savoir ce qu'il faut faire, mais quand faut-il le faire? On paye évidemment Veolia, deux scénarios. Le premier, tout de suite sous la résistance, en se disant que quand on aura franchi, ça sera trop tard et qu'on anticipe donc cette accélération haussière. Ou alors on est un petit peu plus conservateur, j'ai envie de dire, et on attend un repli. Alors évidemment, s'il a lieu, c'est génial, parce qu'on a un prix donc qui sera plus intéressant. Le risque, c'est qu'il n'y ait pas de repli et que vous restiez à quai quand le train a démarré. En tout cas, idéalement, si on retournait, je vais zoomer un petit peu, si on retournait, regardez, sur cette zone à 20,28 €, ça serait une aubaine pour rentrer sur le titre, avec un stop donc qui est sous 19,75. C'est le dernier pivot d'articulation haussier, c'est-à-dire qu'on a eu une mini consolidation qui s'est terminée sur ce niveau avant un redémarrage de la hausse. Donc idéalement 20,28, stop 19,75. Deuxième scénario, on paye tout de suite sous la résistance. Troisième possibilité, on attend le franchissement de la résistance parce qu'on est là pour un petit peu plus longtemps, donc on se dit je ne suis pas pressé, j'attends une nouvelle confirmation du marché avec ce franchissement de résistance, et là donc on attend et on vise 22 et puis après 22,50 et puis 23,20. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Veolia, très belle valeur qui ne souffre pas de la frilosité actuelle des investisseurs, donc on l'aime bien et on a choisi pour elle un Varan Call de code 43 AAB.
Le Varan Call de code 43 AAB d'échéance mars 2018 avec un prix d'exercice à 21,50 €, un delta à 43 qui en fait un produit adapté. L'effet de levier est moins important que les précédents produits puisqu'il se situe autour des 12 et vous pouviez acheter ce Varan 40 centimes ce matin. Petite mention spéciale pour la volatilité implicite des Varans. Je le répète, je l'ai dit la semaine dernière, c'est une caractéristique à suivre. Vous voyez qu'ici, elle se situe entre 15 et 16. Suivez l'évolution de ce paramètre puisque si ce dernier monte, votre Varan aura tendance à se valoriser si le cours lui aussi monte et inversement. Si le cours monte mais que la volatilité implicite diminue, celle-ci va tirer votre prix vers le bas et freiner son élan. On enchaîne, Rémi, avec les moins chanceux de la semaine. Voilà, et des flops plus importants, hein, clairement. À commencer par le secteur automobile qui a beaucoup souffert. C'est pour ça que j'ai mis en tête de liste Peugeot et Renault. Alors, et on pourrait même y ajouter Michelin qui a aussi fortement baissé la semaine dernière. Alors, dans la baisse, ces valeurs plus cycliques ont sans doute plus souffert. Mais il y a aussi des facteurs propres à chaque titre. Clairement, pour Peugeot, c'est la présentation du plan de redressement de Opel Vauxhall, la filiale qui a été rachetée en début d'année, et le closing de l'opération remonte à cet été. Et donc, cette filiale a présenté son plan de redressement appelé PACE. On sait que Carlos Tavares, le patron de Peugeot, aime bien des références avec la course et la vitesse. Hein. Il avait un plan qui s'appelait Back in the Race, Push to Pass, et pour Opel, c'est Pace. Et donc, avec ce plan, il vise un redressement. C'est un petit peu un copier-coller du plan qui avait permis à Peugeot de se redresser. Hein. Et donc, il vise une réduction du point mort assez forte, du coût de production par véhicule. Et la première borne à trouver, c'est atteindre une marge opérationnelle positive à l'horizon de 2020, une marge opérationnelle de 2%. Alors ce plan a un petit peu laissé sur sa fin quand même les analystes financiers, ce qui explique la forte baisse du titre. Il a perdu 2,2% jeudi et 3,9% vendredi. Ils estiment qu'il manque un peu de détails en fait, en pratique. Donc ça c'est la plus grosse baisse. Renault a aussi fortement baissé, un peu moins mais tout de même 5%, c'est une baisse assez nette. Là ce sont les résultats décevants de Nissan, le partenaire de l'alliance avec Renault, qui a souffert notamment aux États-Unis et donc qui a revu à la baisse ses perspectives annuelles aussi, et donc ça pèse par ricochet sur Renault. Dans les autres flops, on peut citer Solvay. Là, on est toujours dans les publications de résultats trimestriels. Alors, on a vu que si les résultats de Veolia ont été appréciés, ça n'a pas été le cas de ceux de Solvay, avec, même si les objectifs sont confirmés, des trimestriels un petit peu inférieurs aux attentes. Et le troisième flop, c'est Safran. Alors là, Safran, c'est plus de l'ordre des prises de bénéfices sur un titre qui était à son plus haut historique, qui gagne encore 30% depuis le début de l'année. Donc les investisseurs ont pris leurs bénéfices sur le titre. Merci Rémi. Safran, dont va nous parler Laurent, qui attend potentiellement un rebond. Oui, alors Safran, pour commencer, fait partie du secteur industriel. C'est un secteur qui est fort en 2017, qui surperforme le reste du marché. Et vous savez, on a toujours intérêt à chercher des valeurs qui font partie des secteurs qui sont les plus forts quand on veut être acheteur. Alors Safran, comme le disait Rémi, c'est bien apprécié en 2017. On a eu une consolidation pendant l'été. On en est sorti d'une manière un petit peu molle, parce que vous le voyez, regardez en zoomant, on voit ici que cette fameuse petite moyenne mobile que j'affectionne, eh bien, elle a été enfoncée. Ça montre qu'à très court terme, il y a eu des prises de bénéfices importantes. Bon, cela dit, du point de vue de la structure, à court terme, le niveau qui invalide le courant acheteur, il est à 84,20 €. Vous voyez qu'on en est encore loin. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a fait une première vague corrective A, avec pour les héliotistes une petite vague intermédiaire B et puis une dernière vague C qui clôturera cette correction avant un redémarrage, ou est-ce qu'on a déjà fait la baisse et on repart?
C'est une question extrêmement difficile. Je crois que c'est l'une des plus difficiles de savoir quand est-ce qu'une correction est terminée. Donc, comme on ne peut pas avoir de réponse sûre sur cet aspect, eh bien, on laisse un stop tout en bas, parce qu'on sait qu'en dessous de 84,20 €, cela signifierait que les cours reviennent dans cette phase de consolidation. Et là, pour le coup, ça représenterait une vraie détérioration technique. Donc, toujours a priori acheteur sur le titre, avec un RSI, regardez en bas, qui est allé chercher les 80 et qui est au-dessus de la zone des 40. Donc c'est vraiment un RSI de marché haussier. Pour le moment, sur Safran, nous constatons que nous sommes en présence d'un titre qui reste toujours haussier et par conséquent, on va essayer d'accompagner cette hausse parce que nous pensons qu'elle n'est pas terminée. Autrement dit, un Varan call nous semble approprié. Peut-être que si on pouvait attendre. Là, pour le coup, je suis un petit peu moins convaincu. Je pense qu'on peut peut-être gratter encore quelques centimes et attendre une petite baisse supplémentaire. Acheter autour de 85, ça serait une très bonne idée parce qu'on serait tout près du stop. Donc, si on se trompe, ben, c'est pas très grave. Hein. On a un stop d'invalidation qui est pas loin. Et puis, on vise 92,20 dans un premier temps, c'est-à-dire le précédent sommet historique. Et puis, dans la foulée, si vraiment on avait un redémarrage haussier sur les marchés, 95,20. Donc, pour Safran, le call, c'est le ZK02B. Un Varan call de code ZK02B, donc pour profiter d'un rebond de Safran qui cotait 41 centimes ce matin sur les niveaux donc, de Safran à 87,86 €. Laurent a choisi encore une fois un Varan mars 2018 avec un prix d'exercice à 95 €, ce qui permet au Varan d'avoir un effet de levier proche des 12, donc toujours prudence. Nous sommes mardi et comme tous les mardis, vous avez la possibilité de participer au challenge de l'investisseur de la semaine pour remporter ce magnifique mug. Hop là, investisseur de la semaine, 100% marché pour prendre votre café, votre chocolat chaud, votre thé le matin. C'est simple, le principe est très simple. Vous renseignez sur la page dédiée au challenge sur notre site le produit que vous sélectionnez et la meilleure performance est mesurée la semaine suivante et nous annonçons tous les mardis le grand gagnant. Grand gagnant cette semaine, Laurent, puisque nous avons battu le record de la semaine passée qui était déjà plus 115%. Là, on est sur des records pour détrôner celui-ci. Alors, grand gagnant cette semaine. Grand gagnant. Damien, accrochez votre ceinture. Damien, il a fait 427% de performance avec un Varan put sur le CAC 40. Alors Damien, il a du mérite parce que d'abord il a compris que le CAC stationnait sous une résistance et qu'en regardant les bougies, on voyait bien que ça patinait. Donc il s'est dit tiens, ça monte plus, je suis sous une résistance, je vais tenter ma chance. Il a du mérite parce qu'il est courageux. Pourquoi? Parce qu'il a quand même acheté son put au-dessus du gap d'épuisement. Donc il a fait un pari, c'était qu'effectivement il allait avoir un pullback et il a eu raison. Alors il y a eu, regardez, cette grande bougie noire qui montrait qu'effectivement on disait adieu à la résistance, en tout cas dans l'immédiat, mais pour autant elle clôturait toujours au-dessus du gap d'épuisement. Il a quand même décidé de rentrer sur cette bougie qui en plus clôturait sur cette petite moyenne mobile, donc indiscutablement il est téméraire, Damien, et son courage, sa témérité a été bien récompensée puisqu'en plus il a bien choisi son produit, un Varan qui correspondait donc à la bonne direction avec un bon effet de levier, un bon delta. Et donc du coup après ça a été que du bonheur pour Damien puisque regardez toutes ces bougies noires qui s'enchaînent les unes les autres et on est retourné donc comme je disais tout à l'heure à 5343 points, clôture d'hier soir qui fait que le Varan s'est fortement apprécié avec cette volatilité puisque Damien a fait un gain, donc on le répète, de 427%. Bravo Damien, chapeau bas, j'aurais pas fait mieux. Il mérite son mug. Hein. Ah oui. Il mérite son mug et le il mug mérite lui même sera... un sachet de café ou de thé qui va avec. Exactement, on va tout vous fournir, café, eau chaude, thé, mug, dans les jours qui viennent, Damien, puisque vous avez bien renseigné votre adresse.
On enchaîne avec la prochaine rubrique, c'est la rubrique Focus. Alors Rémi a un focus sur les valeurs qui sont loin de leur niveau, je dirais, pré-2018, pré-2008. Et qui sont loin de leur plus haut. Voilà, on revient en arrière, 10 ans en arrière. Le pic est remonté au 1er juin 2007, en fait. Le CAC 40, à ce moment-là, était à 6168. Et on a recherché un petit peu les valeurs qui étaient encore loin du pic atteint dans cette période-là. Et on voit que si l'indice, lui, est à son plus haut depuis près de 10 ans, eh bien certaines valeurs sont encore très loin de leur sommet. Et ces valeurs, elles se retrouvent dans certaines catégories. C'est principalement les financières, les matières premières, l'énergie, les utilities, certaines valeurs automobiles. Et on va voir ça dans le détail dans le tableau suivant, où j'en ai résumé, j'en ai présenté quelques-unes, avec notamment, si on regarde le secteur bancaire, effectivement, Société Générale est à 69% du sommet atteint avant la crise des subprimes. Crédit Agricole, 57%. BNP Paribas va un peu mieux, moins 30% simplement. Et puis on retrouve aussi le secteur très représenté des matières premières avec ArcelorMittal. Alors, il y a assez peu de valeurs matières premières en France, mais c'est symptomatique qu'ArcelorMittal, le principal représentant, et malgré un rebond très spectaculaire des cours depuis 2-3 ans, soit à ce point-là en retrait par rapport au plus haut atteint avant la crise. Peugeot, on en a un petit peu parlé, Peugeot a été au bord du gouffre en 2010-2011. Le titre s'est bien repris depuis, mais ça n'a fait que compenser une partie de la chute, et puis il y a eu des augmentations de capital très dilutives, donc qui ont pesé quand même sur les cours. Donc on voit un panorama un petit peu des secteurs qui sont en retard. Puis j'ai mis Wendel pour faire plaisir à Laurent, parce que Wendel n'est pas très loin de son sommet. Wendel est à 2% simplement de son sommet, mais ça montre que certaines valeurs sur des secteurs comme les holdings qui sont bien comportés en bourse n'ont pas encore tout à fait retrouvé le sommet de cette époque. Mais nous y sommes presque, et Laurent espère cette hausse avec son VAR en call. Alors déjà, je vais remercier Rémi, parce que c'est vrai que j'ai regardé toutes les valeurs que Rémi m'a envoyées, et c'est vrai qu'en les regardant, j'avais pas très envie d'être acheteur sur le secteur automobile, même si c'est quand même bien comporté en 2017. Il y avait Veolia, mais vous en avez parlé dans le. Il y avait Veolia, on en a déjà parlé. Le secteur bancaire, je trouve qu'il souffre. On a shorté la semaine dernière Société Générale, Crédit Agricole aussi, c'est pas joli. Donc j'avais pas envie de parler du secteur bancaire. Les matières premières, alors c'est assez disparate, parce que si par exemple on regarde Eramet, là pour le coup elle est absolument magnifique, et puis Arcelor, c'est vrai, c'est une horreur, donc ça part un petit peu dans tous les sens, et dans ce petit florilège j'ai pas vraiment trouvé mon compte. En revanche, c'est vrai, en regardant Wendel, j'ai trouvé que la structure était vraiment intéressante, parce que on est de retour sur une très grosse zone de support. Regardez, c'est ce niveau entre 136,90 et 135. On a fait un nouveau sommet historique donc à 147. Alors c'est vrai qu'on a corrigé de manière significative quand même, avec des prises de profit à n'en pas douter depuis la semaine dernière. Cela dit, on a eu une petite réaction haussière hier sur cette zone de support avec l'apparition de cette mèche basse. Ça veut dire que les investisseurs ont bien identifié cette zone comme étant une zone potentielle pour revenir accompagner cette tendance. Dans un premier temps, ce qu'on peut espérer sur Wendel, si la tendance ne reprenait pas, ça serait au moins qu'on rentre en range, c'est-à-dire qu'on retourne sur 147,20. Et puis là encore, ça dépendra de la physionomie générale des marchés. Si on a une bonne tenue et des investisseurs qui restent confiants d'ici le 31 décembre, ce qui est, en ce qui me concerne pour le moment, mon scénario. On peut avoir un petit trou d'air maintenant pendant 10-15 jours, mais je ne mets pas de côté cette hypothèse de ce rallye de fin d'année, un petit peu traditionnel. Donc on pourrait avoir un retour sur 147 € sur Wendel. En tout cas, moi, c'est ce que j'escompte, avec, si effectivement, des marchés qui se tiennent bien, un nouveau sommet qui serait inscrit donc, dans les prochaines semaines. Donc, on est acheteur du titre, et on a choisi, cette semaine, on a fait beaucoup de VAR en call cette semaine. On a pris qu'un seul turbo, c'était sur le CAC, donc un nouveau VAR en call sur Wendel de code ZE84B. Donc ce VAR en call de code ZE84B, toujours d'échéance mars 2018. Un prix d'exercice à 145 € pour Wendel.
un effet de levier moins important que les précédents produits, puisque nous sommes autour des 8,5 avec un delta à 42, ce qui en fait un produit adapté. Vous pouviez acheter ce produit à 35 centimes pièce ce matin lorsque l'action cotait 139,82 €. Pardon. On enchaîne avec la dernière rubrique de notre émission, c'est la rubrique à ne pas manquer. Que faudra-t-il suivre cette semaine du côté de l'économie, Rémi? Alors l'agenda est moyennement chargé. On a eu ce matin des indices, notamment la croissance du PIB en Europe et en Allemagne, qui ont été plutôt positifs, qui montrent que l'activité économique reste soutenue sur le vieux continent. Alors si on regarde du côté des États-Unis, on a les prix à la production du mois d'octobre qui sont publiés cet après-midi à 14h30. Alors il faut toujours les suivre comme l'inflation et les salaires du mois d'octobre, puisque on sait qu'une des grandes questions des banquiers centraux, c'est ce fameux retour de l'inflation qui ne revient pas vraiment et qui limite le potentiel de remontée des taux et de normalisation de politique des banques centrales. Donc c'est un des grands sujets d'interrogation à l'heure actuelle. Au niveau de l'activité, on a demain l'enquête manufacturière de la Fed de New York. Alors c'est toujours très intéressant parce que c'est le premier indicateur d'activité manufacturière qui concerne le mois de novembre. On sait que toutes les Fed en publient, c'est celle de New York qui commence. Le lendemain, on a celle de Philadelphie avec l'indice qui s'appelle le Philfelt. Et puis le surlendemain, on a, mais c'est un peu moins important, celle de Kansas City. Et puis on a jeudi la production industrielle d'octobre, toujours à suivre. Le même jour, il y aura l'indice de confiance des promoteurs constructeurs. On sait que la santé du bâtiment est un facteur important dans l'économie américaine. Du côté de la zone euro, assez peu de choses. Toujours ce sujet de l'inflation. Ce sera sur le mois d'octobre et ce sera après-demain. Et puis au Japon, le PIB du troisième trimestre, donc on l'a eu pour l'Europe, on l'a eu pour les États-Unis, on va l'avoir pour le Japon et c'est dans la nuit de mardi à mercredi que cet indice est publié. Merci Rémi. Du côté des valeurs. Alors du côté des valeurs, ça se calme là aussi. On a les retardataires du CAC 40 qui publient leurs chiffres à 9 mois. Ce sont Bouygues, Sodexo et Vivendi et ils se sont passé le mot puisqu'ils publient tous les trois jeudi. Et hors CAC 40, c'est également jeudi que CNP Assurance publie ses résultats à 9 mois. À l'international, encore quelques retardataires ou des exercices décalés. C'est notamment Home Depot qui publie ses chiffres ce soir. Demain, on aura Cisco. Et puis, si on attend jeudi, on a deux sociétés importantes à suivre, Walmart et Applied Materials. Merci beaucoup, Rémi, pour toutes ces analyses économiques. Merci à Laurent pour ces analyses techniques. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera mardi prochain pour une nouvelle émission 100% en marché. En attendant, on retrouvera certains d'entre vous, et j'espère encore plus que la semaine dernière, lors du webinaire Revue technique des marchés avec Laurent, qui sera animé par Falco. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et un très bon appétit.